Ça prend des mesures compensatoires lorsqu'on réduit les coupes en forêt. Vous ne les avez pas livrées, vous les avez livrées 18 mois plus tard. Et j'ai un autre sujet en matière de gestion de l'État dont je dois vous parler, M. Charest. J'ai une note de service du ministère des Transports concernant le pont du boulevard de la Concorde. Une note de service qui date de juin 2004. Monsieur Dumont, on ne doit pas montrer de documents à l'écran. Ben là, je le lis, là. Oui. Qui date de juin 2004. Qui dit « Le pont du boulevard de la Concorde, situé au-dessus de l'autoroute 19 dans la ville de Laval, présente des problèmes au niveau de ses assises. Cependant, un peu plus loin, les dommages aperçus près des côtés extérieurs permettent de soupçonner l'existence d'un problème de désagrégation importante des assises. La présence de fissures, de cisaillements larges sur le porte-à-faux des culées semble tout aussi inquiétante. Un an plus tard, un autre rapport. Monsieur Charest. Si M. Dumont, vous avez des informations sur le pont de la Concorde, donnez ça à la commission d'enquête qui va enquêter là-dessus. On a fait une commission d'enquête pour aller au fond de ces choses-là, puis on va aller au fond de ces choses-là. Cela étant dit, vous parlez de la dette et vous en parlez en induisant les gens en erreur. M. Dumont, permettez-moi de... Oui, quand vous dites aux gens qu'il y a des problèmes au niveau de la dette, vous oubliez de leur dire que la taille de la dette au moment où on a été élus, nous, en 2003, était à 46 Je ne parle pas de la dette, je parle d'un viaduc, une tragédie importante. Vous avez une responsabilité. Oui. Un instant, là. Vous sortez un autre lapin de votre chapeau, là, sur un document que personne n'a vu ce soir. Moi, je vais vous parler... Un document que je pense que vous avez vu. Je n'ai jamais vu ce document-là. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. M. Charest, vous avez... Alors, comment pouvez-vous sortir un document comme ça, alors que vous avez parlé de la dette? Parlons-en de la dette. Elle est rendue aujourd'hui en deçà de 43 du PIB. Si vous avez un document à déposer, déposez-le. M. Charest, c'est pas parce qu'il y a une commission d'enquête que ça vous soustrait de vos responsabilités. Comment avez-vous pu manquer d'une façon aussi claire à vos responsabilités? Il y a des rapports, il y avait un rapport un an après qui disait que on devait mettre ce pont-là sur une surveillance toute spéciale. Votre gouvernement avait été alerté, dans des rapports internes du ministère des Transports, avait été alerté à un problème. Vous n'avez rien fait, vous avez rien fait, vous avez caché ça, vous avez caché ça aux Québécois lorsque le problème est survenu, et une commission d'enquête ne vous soustrait pas à vos devoirs de premier ministre du Québec. Monsieur Dumont, là, je vais vous répondre très directement. Je n'ai jamais vu le document que vous avez, là, que vous sortez. Et je n'ai jamais été informé de cela. On a fait une commission d'enquête pour aller au fond de ces choses-là. Si vous avez de l'information, donnez-le au commissaire et on va aller au fond de ces affaires-là pour avoir la vérité. Mais sortir un lapin de son chapeau comme ça, vous savez très bien que dans le milieu d'un débat comme ça, c'est pas là qu'on va régler ça. Je n'ai jamais vu ce document, j'ai jamais été informé de ce que vous venez d'affirmer. Et mon gouvernement, sur la question de la sécurité dans le transport, n'a jamais pris aucun risque. Je veux rassurer tous les Québécois qui nous écoutent ce soir qu'à chaque fois que la sécurité a pu être remise en question, nous avons agi promptement, nous avons investi l'argent, jamais jamais mon gouvernement n'a pris aucun risque avec la sécurité. 20 secondes. Vous savez très bien que vous avez reporté les travaux de la commission d'enquête qui devait finir les 31 mars. Vous avez reporté la commission d'enquête. On n'a pas montré de documents. Parce que vous ne vouliez pas que ces documents-là sortent publiquement. Et si vous n'avez pas eu connaissance de ces documents-là, c'est parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions avant de fournir des informations aux Québécois sur une tragédie très grave. Merci, messieurs. Merci, messieurs, c'est terminé. Et je rappelle encore une fois qu'on ne doit pas montrer, ce sont les règles qui ont été adoptées par tout le monde, on ne doit pas montrer de documents à la caméra. Alors enfin, on passe à M. Dumont et M. Boisclair. La parole est d'abord à M. Dumont. Oui, bien, on a beaucoup parlé ces derniers jours de campagne des équipes et chaque parti a eu des problèmes avec ses candidats. Mais au fond, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut regarder avec les équipes de candidates et de candidats. C'est la provenance des gens. C'est quel genre d'équipe on a. Et moi, je suis particulièrement fier à l'ADQ. À l'intérieur de notre équipe, il y a presque la moitié des gens qui sont des gens d'affaires, des travailleurs autonomes, des gens qui ont géré du vrai argent, qui ont géré du personnel. En fait, c'est 43 de nos gens qui sont candidats et candidats pour nous, qui ont eu cette expérience de la PME, de la création d'emplois. Et je m'inquiète du fait qu'il y en ait aussi peu dans votre équipe. Il y a à peine plus de 10 des gens dans votre équipe qui ont cette expérience. On a souvent reproché au Parti québécois de mettre des nouveaux règlements, de mettre des nouveaux formulaires, de compliquer la création d'emplois dans les PME. Et il me semble que vous avez là quelque chose de drôlement inquiétant pour indiquer aux gens qui créent les emplois au Québec que c'est pas fini sous votre gouvernement, l'incompréhension de ce que vivent les petites, les moyennes entreprises, ceux qui créent au Québec le plus de 80 des emplois. M. Boisclair. Monsieur Dumont, quand même, tous les observateurs neutres, attentifs,
savent que le Parti québécois, ça a été sans doute le meilleur allié de la petite et la moyenne entreprise. Tous les budgets, tous les ministres des Finances ont été à côté de ceux qui créent de l'emploi. Puis la preuve, nous, on a assumé le pouvoir au Parti québécois. On sait ce que ça veut dire. On a l'expérience du pouvoir. Dernière année de notre mandat, on a créé 30 des emplois qui s'étaient créés au Canada. On ne forme que 24 de la population. Alors, vous qui êtes entouré de tous ces sages, M. Dumont, comment il se fait qu'aujourd'hui, au moment où on a le débat, vous n'avez pas encore chiffré vos engagements électoraux? Nous, on est arrivé à 7 milliards, d'autres sont arrivés à un peu plus de 6. Comment vous pouvez aujourd'hui être crédible? Vous jouez avec de l'argent de Monopoly. Comment il se fait que vous n'avez pas encore chiffré vos engagements électoraux? À tout le monde en parle, on vous a vu. Ah, c'est pas grave, ça n'intéresse pas les Québécois. Ben voyons donc, si vous voulez être crédible, donnez-nous des chiffres. On a chiffré nos engagements ce soir, mais juste vous rappeler que votre cadre financier, comme celui de M. Charest, d'abord, c'est des cadres financiers humoristiques parce qu'il y a juste une colonne. Il y a juste une colonne des nouvelles dépenses. Il n'y a pas, vous expliquez, c'est quoi la marge de manœuvre du Québec? Il n'y a pas l'autre colonne. Mais l'autre chose, de toute façon, vous allez devoir... Johnson, c'est quoi la marge de manœuvre du Québec? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Dumont, contribuez rapidement. Oui, vous allez devoir leur présenter la semaine prochaine. Mais en matière de gestion de l'État, il y a un sujet où le Parti québécois le plus mal géré, c'est les prisons du Québec. Moi, je pense que c'est... On parle d'économie puis de finances publiques. Non, c'est la gestion de l'État. Le thème, c'est la gestion de l'État. Puis une des choses les plus mal gérées dans l'État du Québec, c'est les prisons. C'est les libérations conditionnelles qui sont devenues des libérations automatiques. C'est des récidivistes qui, dans 30 des cas dans les prisons du Québec, sont là pour la 10e fois ou plus. Monsieur Boisclair. Bon, question simple, là. Vous êtes économiste de formation, diplômé de Concordia. C'est quoi la marge de manœuvre du Québec par année? Ouais, le Québec, ça dépend des années de la croissance économique. C'est quoi la marge de manœuvre? Mais mon expérience... C'est quoi la marge de manœuvre? C'est quoi la marge de manœuvre du Québec? Mon expérience, c'est qu'avec la croissance des coûts de système... Combien? Je vous donne un chiffre simple. Avec la croissance des coûts... C'est quoi la marge de manœuvre du Québec à chaque année? Ça dépend de la croissance économique annuelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en se basant simplement... À combien vous l'estimez? Vous voulez gouverner le Québec, vous n'êtes même pas capable de me dire c'est quoi la marge de manœuvre du Québec. En se basant sur la croissance économique... À combien vous l'estimez pour l'année prochaine? Vous êtes intéressé à connaître des chiffres pour chiffrer nos engagements un par un, à l'allocation familiale. Je vous pose une question. C'est quoi la marge de manœuvre du Québec, M. Dumont? Vous voulez gouverner le Québec. L'année prochaine, comment vous l'estimez, la marge de manœuvre? À combien? L'année prochaine, on ne connaît pas encore ce que va être la croissance économique. Et ça, c'est quand on se base seulement sur la marge. Vous n'êtes pas capable de faire des prévisions. C'est quand on se base seulement sur la marge de manœuvre qu'on fait des déficits. C'est avec des gouvernements comme le vôtre que la dette du Québec, aujourd'hui, est rendue à 122 milliards. Parce qu'on a fait des budgets avec... économistes de formation. Vous n'êtes pas capable de chiffrer la marge de manœuvre. Vous êtes peut-être marabou à cause de votre début de campagne. Laissez parler les autres. Toute la soirée, vous ne laissez pas parler, vous parlez tout le temps. Je pose une question simple. Je vais poser une question. Un chiffre. Poser une question qui est hypothétique. Vous le savez très bien. Et ce dont je vous parlais, c'est que la gestion des prisons, sous votre gouvernement, vous avez fermé des prisons, vous avez remis des détenus qui sont dans la rue. Et ça a inquiété. Oui, ça a inquiété beaucoup de gens sur la sécurité publique. M. Dumont, c'est de finances publiques dont on parle en ce moment-là. Gestion de l'État. Dans la gestion, dans la gestion de l'État. On peut-tu revenir sur le sujet, M. Dumont, là? Je vous pose la question. Vous êtes économiste de formation. Vous aspirez à gouverner le Québec. À combien vous estimez la marge de manœuvre du Québec pour l'an prochain? Parce que là, vous me dites que vous allez rendre public votre cadre financier. Répondez donc à cette question. M. Boisclair. Non, un chiffre. Monsieur Boisclair, vous savez. Vous ne savez pas très bien. On a vous compris. savez après, vous très bien, Monsieur Boisclair, que la marge de manœuvre réelle que le gouvernement doit se débloquer, c'est en ayant 2 colonnes dans son budget. Ben oui, bien sûr. Il faut trouver où on va chercher l'argent. C'est l'exercice que vous n'avez pas fait. C'est revenu. Vous avez fait une addition de vos dépenses. C'est pas un cadre financier. Pardon, vous allez être obligé de le prendre la semaine prochaine au lendemain du budget fédéral. Merci, messieurs. Je vais prendre M. Charest à témoin. Merci, c'est terminé. On passe au prochain thème, le 4e thème, en fait, l'éducation, la famille et le développement humain. Ce sont des sujets qui nous préoccupent tous au plus haut point puisqu'il y va de notre avenir. C'est un thème qui vise large, il faut bien le dire, mais sur lequel nous voulons entendre des engagements clairs et convaincants. Exemple, les frais de scolarité, les structures, les commissions scolaires, la réforme, on en fait quoi? Les bulletins aussi. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre sur les politiques familiales? Et puis la cohabitation culturelle, on l'a vu récemment, pas facile d'assurer l'harmonie dans le respect des uns et des autres, d'autant plus que comme société, on a et on aura besoin de l'immigration. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer? On commence par vous, M. Dumont. À l'ADQ, les enfants du Québec sont notre priorité. Ça veut dire une vraie politique familiale et de meilleures écoles. 3 mesures pour les familles. 1, une allocation familiale non imposable de 100 $ par semaine pour chaque enfant d'âge préscolaire qui ne fréquente pas une garderie subventionnée, tout en maintenant le soutien au centre de la petite enfance. 2, un bébé bonus de 5 000 $ lors de la naissance ou l'adoption d'un 3e enfant et des suivants.
3, un soutien financier aux parents qui adoptent à l'étranger et aux couples qui vivent des problèmes d'infertilité. En éducation, nous avons 3 propositions pour de meilleures écoles. 1. Revenir à un bulletin chiffré pour l'ensemble des écoles. 2. Remettre le gros bon sens dans la réforme scolaire en impliquant les enseignants qui sont sur le terrain et en les laissant enseigner. 3. S'assurer que l'argent et les ressources humaines aillent dans les écoles plutôt que dans les structures. Je veux ce qu'il y a de mieux pour les enfants et les familles du Québec. Merci, M. Dumont. M. Boisclair, maintenant. Merci, M. Moisan. Dans le monde nouveau dans lequel on vit, on doit investir dans nos compétences. D'un côté, des entreprises vivent des pénuries de main-d'œuvre spécialisée et d'un autre, des jeunes décrochent. Ces contradictions, elles doivent cesser. Nous, au Parti québécois, nous allons faire de l'éducation notre vraie priorité nationale. Et à chaque fois qu'on l'a fait, c'est tout le Québec qui a gagné. On va réduire le nombre d'élèves par classe. On va ouvrir nos écoles de 8 à 5 pour favoriser les activités parascolaires, le sport et l'aide aux études. Et on va mieux financer nos cégeps et nos universités, en particulier dans les régions du Québec. Finalement, nous sommes les seuls à proposer 4 mesures importantes pour les familles du Québec. 1. Maintenir les frais de scolarité à leur niveau actuel. 2. Maintenir les services de garde à 7 $ par jour, pas un sou de plus. Créer 20 000 nouvelles places en services de garde d'ici 2010. Et finalement, créer un vrai programme d'accès pour l'achat d'une première maison pour des jeunes familles qui ont des enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est un vrai appui qu'on veut donner aux familles du Québec. Merci, M. Boisclair. M. Charest. Merci. Le journal La Presse titrait dernièrement que le Québec est devenu le paradis des familles. Nous avons aidé toutes les familles en créant 35 000 nouvelles places en services de garde. On a créé un programme de soutien aux enfants jusqu'à 18 ans qui rejoint plus de 850 000 familles qui reçoivent une allocation non imposable. On a créé le meilleur programme de congés parentaux en Amérique du Nord et notre action a contribué à une hausse de la natalité. En 2006, il y a eu 82 500 naissances au Québec, une hausse de 8 par rapport à 2005, et ça, c'est un geste de confiance dans l'avenir du Québec par les jeunes familles. Aider les familles, c'est appuyer aussi la réussite scolaire. Nous proposons 1 heure d'activité organisée par jour pour l'aide aux devoirs et des activités parascolaires dans les écoles. On veut embaucher 1000 professionnels pour aider les jeunes en difficulté, éliminer la malbouffe dans les écoles et encourager la pratique du sport chez les jeunes avec un crédit d'impôt pour les activités sportives. Merci, M. Charest. Tout de suite, on va aller en face à face sur ce sujet entre M. Dumont et Boisclair. La parole est à vous d'abord, M. Dumont. On a fait une proposition qui intéresse beaucoup de monde, une allocation familiale non imposable de 100 $ par semaine, 5 200 $ par année, pour toutes les familles, tous les enfants qui sont d'âge préscolaire, mais qui n'ont pas de place ou qui n'utilisent pas les garderies subventionnées. Moi, j'ai toujours cru qu'il faut respecter les choix de vie des gens ou les possibilités de vie des gens, parce qu'il y a toutes sortes de façons dont les gens vivent. Il y en a qui, des conjoints, un des deux décide de rester à la maison. Dans certaines familles, c'est ça. Dans d'autres familles, les grands-parents viennent aider, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui ont des horaires de travail variables, donc les garderies subventionnées ne peuvent pas correspondre à leurs horaires. Il y a des gens qui retournent aux études pour être avec leurs enfants à la maison. Il y a toutes sortes de choix de vie. Et j'ai jamais compris qu'on puisse dire, ben, pour les gens qui sont en garderie subventionnée, on va donner une aide qui est considérable et c'est bien. Et je veux la maintenir, je veux maintenir ce service-là qui est important. Mais qu'on dise, ben, les autres familles tombent dans le ballot. Les autres familles sont pas importantes. Ils respectent pas. Le gouvernement a dessiné un modèle. S'ils rentrent pas dans le modèle que le gouvernement a décidé pour eux, on les abandonne. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, vos politiques familiales, les deux sont identiques. Comment vous êtes arrivé à avoir une politique familiale absolument identique à celle de M. Charest, qui abandonne la moitié des familles? Ben, c'est parce que sans doute que M. Charest et moi, nous avons un cadre financier. Tout à l'heure, on vous a vu incapable de répondre à la question sur la marge de manœuvre de Québec. Nous, ce qu'on réalise, c'est que votre engagement, c'est 1 milliard $. Moi, j'aimerais ça vous dire oui, M. Dumont. J'aimerais ça qu'on soit capable d'être encore plus généreux, qu'on soutienne mieux les gens. Il n'y a personne, je suis sûr que M. Charest aurait le goût de faire la même chose, mais vous n'avez même pas de cadre financier. Nous prenons des engagements réalistes et chiffrés. Puis moi, je vais vous interpeller sur une question. Les commissions scolaires. Vous voulez abolir des commissions scolaires. Bien là, vous allez me dire, 3 ans, 4 ans de brassage de structure, les municipalités n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous allez faire si les commissions scolaires disparaissent? Est-ce que vous êtes en train de dire que les villes riches vont avoir des écoles riches, puis que les villes pauvres n'auront pas accès à des mêmes qualités de services? Pourquoi vouloir abolir les commissions scolaires? Comment ça va aider les jeunes dans leurs efforts de réussite scolaire?
M. Boisclair, après avoir abandonné, puis vous refusez de justifier puis d'expliquer pourquoi vous abandonnez la moitié des familles du Québec, vous laissez entendre que c'est pas inclus dans notre cadre financier. On l'a pas vu. J'ai dit on a qu'on a des On l'a pas vu, engagements. votre cadre financier. Laissez-moi répondre. On a des engagements d'1,7 milliard sur 875 millions pour les familles. Oui, c'est le plus gros engagement. Parce qu'on met nos priorités aux bonnes places, qu'on ne laissera plus des familles abandonnées. On ne laissera plus une demi-politique familiale laisser de côté, 200 millions à Ottawa laisser de en côté passant. la moitié des familles. Sur les 200 commissions, millions à Ottawa en sur les commissions scolaires, 200 millions à Ottawa en passant. sur les commissions scolaires, 200 millions M. à Bois. Non, ça, c'est des mauvais prétextes utilisés par les gens qui se sont trouvés une entourloupette pour encore laisser la moitié des familles de côté. Il faut avoir les priorités aux bonnes places, M. Boisclair. C'est un vrai Mais sur la autonomiste, on voit question, ça, là. mais sur la question des commissions scolaires, moi, quand je regarde là, les budgets des conseils, des commissaires et de l'administration ont augmenté de 100 en 5 ans. Puis dans le même 5 ans, les budgets pour les livres, les budgets pour le matériel d'enseignement ont diminué de 7 Je me dis oui, on a une responsabilité envers nos enfants d'avoir encore là Besoin les d'avoir les priorités. commissions scolaires pour ça? Non, la réalité, c'est que les commissions scolaires, elles sont là pour répartir la richesse. D'abord, les villes, ils n'en veulent pas des responsabilités. Ça, c'est un problème C'est que faux, vous avez. Par la mairesse de Québec, là. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les villes riches vont pouvoir avoir des écoles de riches, puis les villes pauvres vont être prises uniquement avec les faibles moyens? Présentement, M. Boisclair, toutes Quelles les écoles sont allez-vous pauvres, fermer? là. Voyons, Quelles écoles allez-vous fermer? M. Boisclair. Les écoles de rang, les dernières écoles qu'on maintient dans nos campagnes, elles sont maintenues parce qu'il y a des commissions scolaires qui sont là pour répartir la richesse. Exactement. Vous nagez en pleine confusion sur la question de l'éducation, puis c'est encore M. plus vrai sur la Boisclair, réforme. vous parlez Sur de la riches et de réforme, pauvres, un jour, présentement, 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 toutes les que ça écoles va sont bien. pauvres. Vous l'écrivez dans une lettre au mois de juin 2006, que la réforme c'est bon, puis votre candidat, M. Goulet, dans Laval des Rapides, un autre qui vient de vous contredire. C'est le deuxième que je trouve ce soir. La politique de l'EDQ en matière d'éducation est claire, fort et simple. D'abord, on va se débarrasser de la réforme créée par le PQ. Dans une lettre ouverte, vous dites que vous êtes pour, un candidat que vous êtes contre. C'est quoi la position de l'EDQ sur la réforme? La réforme avait au départ des bons objectifs. La réforme a été kidnappée par la bureaucratie. Et à l'heure actuelle, le bulletin scolaire, le fait qu'il n'y a plus de redoublement, le fait qu'on a mêlé... C'est faux, il y en a des redoublements. Non. C'est faux, il y en a des On a redoublements. enlevé l'autonomie aux enseignants de prendre ce genre de décision-là. Alors, je peux vous dire une chose. Commission scolaire, oui, l'argent va retourner Goulet, dans votre les candidat. écoles. Oui, Monsieur l'argent Goulet, va votre retourner candidat. dans les écoles. Je vous le dis, là. L'argent va retourner dans les écoles. Et réforme scolaire, oui, le gros bon sens va retourner dans les écoles. Oui, les enseignants, oui, les enseignants vont retrouver ce pouvoir de décider à la fin d'une année scolaire que si un enfant n'est pas prêt pour passer au stade suivant, là, la meilleure chose pour le bien de cet enfant-là, c'est de redoubler. 15 On va secondes, revenir à 15 cette secondes, logique mon Boisclair. d'éducation de Merci. base. Monsieur Dumont, dans votre propre équipe, vous envoyez des messages contradictoires. Un de vos candidats, M. Goulet, dit la chose contraire. La réalité, c'est que vous allez nous enfermer. J'ai cette citation, je viens de vous la lire. Puis la réalité, c'est que vous allez nous enfermer dans un débat de structure pendant les 4 prochaines années. Faut mettre Alors, l'argent c'est dans ce les qu'il faut. écoles. Mettre Merci, l'argent dans les merci écoles. messieurs, c'est terminé. Autour maintenant de M. Boisclair et Charest. M. Boisclair, vous commencez. Monsieur Charest, en 2003, vous avez brisé une promesse de ne pas augmenter les services de tarifs de garde. Cette fois-ci, on ne sait trop. Vous ne promettez pas de ne pas les augmenter. Ça commence à être compliqué. Alors, les parents du Québec, là, ils veulent savoir ce soir, qu'est-ce que vous allez faire des tarifs de services de garde? Ils vont-ils augmenter à 10, à 15, à 20? Question simple, claire, les Québécois ont le droit de savoir. Parlons justement des services de garde, parce que quand on est arrivé au gouvernement, notre premier objectif à nous, c'était de compléter le système et les places, parce qu'il y a beaucoup de parents qui étaient sur des listes d'attente qui demandaient d'avoir accès à des places. Et l'engagement qu'on avait pris, c'était d'ajouter 35 000 nouvelles places. Nous avons respecté cet engagement-là. Il y a eu beaucoup de naissances l'an dernier, en 2006, en bonne partie grâce au programme de congés parentaux qu'on a mis en place, qui a été un très, très beau succès. Ça a contribué aux décisions. Là, une augmentation de 8 des naissances. Là, on n'avait pas vu ça depuis 1909. Et là, ce que nous voulons, c'est 20 000 places de plus en service de garde pour qu'on puisse justement faire en sorte que les enfants puissent avoir des services auxquels ils ont droit. En plus de ça, on a augmenté, vous le savez, de 30 l'appui qu'on a donné aux familles. On a fait un programme d'allocation aux familles pour tous les enfants, pas juste ceux qui ont 6 ans et moins, tous les enfants de 0 à 18 ans, qui est non imposable, qui permet à tous les enfants d'avoir un appui et qui a été pondéré pour les familles à faible revenu. Et on n'a pas l'intention d'augmenter les tarifs en service de garde. Nous, on veut surtout, et ce que nous avons priorisé, c'est l'augmentation du nombre de places à 20 000 Monsieur pour que nous Boisclair, puissions servir les Ça enfants. fait bien des mots, là. Est-ce que oui ou non, vous allez augmenter pendant votre mandat les tarifs des services de garde? Est-ce que vous vous engagez ce soir à les maintenir à 7 $, oui ou non? Puis là, il n'y aura pas deux chances, là. Oui ou non? Ah bon? Alors, écoutez, puisque vous posez à nouveau la question,
J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'on n'a aucun plan pour augmenter les tarifs en service de garde. Alors là-dessus, ce que nous voulons, c'est augmenter de 20 000 places les postes disponibles, les places en service de garde pour les enfants. C'est ce que nous allons faire. Manque de courage. La dernière fois, vous étiez engagé à les geler à 5, vous les augmenter à 7, puis là, vous dites, on n'a pas de plan dans nos cartons. On a tous compris que vous allez les augmenter. Je vous pose une seconde question. Sur les frais de scolarité. Quand vous ouvrez le débat sur les frais de scolarité, vous dites, pour chaque dollar qu'on va chercher dans la poche des étudiants, on va mettre 10 $ d'argent neuf. La démonstration a été faite que c'était pas vrai. Je l'ai faite. Les gens de Radio-Canada qui analysent nos engagements ont fait passer le test de la vérité et de la réalité à votre promesse. Ils ont dit que c'était pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, devant les étudiants qui nous écoutent, vous maintenez que pour chaque dollar que vous allez chercher dans ce que vous affirmez, M. Boisclair, à mes yeux à moi, ce que vous affirmez aujourd'hui illustre bien pour quelles raisons vous avez coupé, la façon dont vous avez coupé quand vous étiez, vous, au gouvernement, dans le domaine de l'éducation. Permettez donc aux gens de répondre aux questions, M. Boisclair. Alors, vous avez coupé. On a investi en 4 ans 3 fois plus dans l'éducation que vous avez fait dans une période de 9 ans. Et nous avons réinvesti à tous les niveaux, incluant au niveau collégial, au niveau universitaire. Vous avez coupé, vous, dans la base même de ce qu'on appelle les coûts de service. On a maintenu les coûts de service à chaque année depuis qu'on est gouvernement, puis on a fait des réinvestissements et on va continuer à en faire. Et quand vous dites aux Québécois, aux citoyens du Québec, que c'est pas vrai qu'un dollar mis dans les coûts de service, ça sort pas de leur poche, vous insultez leur intelligence. C'est de l'arrogance que de dire à un contribuable québécois qui paye des impôts que l'argent qui sert à investir en santé, que ce soit en coût de service ou en service additionnel, c'est pas un dollar. Quand un Québécois paye des impôts, il paye des impôts pour qui? Je comprends ça, mais on parle d'argent neuf. Là. Non, vous comprenez pas. Vous avez dit, je comprends très bien la différence entre des coûts de système et de l'argent neuf. Un dollar neuf, c'est quoi la différence dans votre esprit d'un dollar neuf? Monsieur Charest, s'il vous plaît. Monsieur Charest. Je comprends donc que vous faites le choix de dire que ce sont les étudiants seuls qui vont financer l'argent neuf qui va dans le réseau de la santé. Vous êtes dans le réseau de l'éducation, pardon. Vous êtes engagé à mettre 1 milliard en éducation. De ce milliard, il y a à peu près 800 millions de coûts système. Il reste 200 millions. Si on sépare cet argent cégep et université, ça fait à peu près 120 millions pour les universités. La réalité, c'est l'argent neuf que vous êtes engagé à mettre dans l'université, 120 millions. Combien ça va vous chercher, l'augmentation des frais de scolarité? 97 millions. Ça, c'est pas du 1 pour 10, c'est à peu près du 1 pour 1. Monsieur Boisclair, à mes yeux à moi, là, vous venez de faire la démonstration aux Québécois pourquoi on ne peut pas faire confiance ni à vous, ni au Parti québécois. Vous êtes en train ni aux journalistes qui ont regardé votre situation. Monsieur Boisclair, laissez-moi donc répondre. Alors, vous êtes en train de faire la preuve que vous ne faites pas la différence entre ce que c'est 1 dollar pour une chose ou pour une autre chose, alors que c'est 1 dollar pour un contribuable québécois. Mais sur la question des frais de scolarité, vous parliez de députés, de candidats qui contredisent leur chef. Sylvain Simard vous a contredit là-dessus. Votre candidat est député dans le comté de Richelieu. Lucien Bouchard n'est pas d'accord avec vous. Bernard Landry n'est pas d'accord avec vous. Ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que chacun puisse contribuer de manière équitable. Ça représente 6 des frais que... Rapidement, M. Boisclair. Rapidement. Ce sera exactement la même chose. S'il vous plaît. 2012, c'est 2 dollars. M. Charest avait le choix de mettre 350 millions aux banques plutôt que de gérer les frais de scolarité. Merci, messieurs. Et on termine avec M. Charest et Dumont. À vous d'abord, M. Charest. D'abord, M. Dumont, quand vous proposez un programme là, qui coûte 900 millions de dollars, puis que vous n'êtes pas capable de dire où vous allez prendre l'argent pour le payer, avouons que c'est inquiétant pour les contribuables québécois. Et vous êtes encore aujourd'hui, vous dites que vous allez faire ça le lendemain du budget fédéral, que vous allez présenter vos chiffres. D'ailleurs, ça paraît assez contradictoire de la part de quelqu'un qui s'est dit autonomiste, d'être obligé d'attendre après le gouvernement fédéral et le budget fédéral pour décider de ses engagements électoraux, alors que sur une campagne électorale au Québec, on devrait faire des choix en tenant compte de nos choix à nous. Deuxièmement, ce qu'il y a d'inquiétant, là, c'est où vous allez prendre l'argent. Et nous, on a mis sur pied un programme d'allocation aux familles dans lequel on dépense 2 milliards par année. C'est de l'argent qui va sans être imposé directement dans les budgets des familles pour tous les enfants de 0 à 18 ans. Là, j'ai l'impression que ce que vous préparez, là, c'est une coupure dans ce programme-là. Je vais vous donner un exemple. Le programme qu'on a mis sur pied dans votre comté de Rivière-du-Loup, ça rejoint 4 346 familles, 7 414 enfants. C'est 10,3 millions en 2005 qui est allé aux familles. Si on devait appliquer votre programme à vous, ce serait 5,6 millions aux familles. On vous couperait de moitié. Je veux d'abord vous dire qu'on ne prendra pas de leçons de vous en matière de cadre financier.
Parce que votre cadre financier de la dernière élection, il reposait sur des baisses d'impôts qui sont jamais arrivées. Puis 5 jours après l'élection, vous avez dit aux Québécois de le déchirer. On ne prendra pas de leçon. Puis, de toute façon, tous les partis vont devoir le refaire la semaine prochaine, au lendemain du budget fédéral. Vous reconnaissez vous-même que c'est un budget fédéral qui va avoir un impact énorme sur les finances du Québec. Nous, on l'aura fait juste une fois. Je suis content, par contre, que vous fassiez la promotion. C'est notre priorité, les enfants. C'est notre priorité budgétaire, cette allocation familiale. Je vous remercie d'en faire la promotion. Mais je vais vous parler de réforme scolaire. Moi, je m'explique pas ça. Le bulletin scolaire, que ça soit pas réglé 4 ans plus tard. Je me dis que si le premier ministre du Québec avait fait venir dans son bureau le ministre de l'Éducation au printemps 2004 ou au printemps 2005, qui avait dit l'automne prochain, je veux un bulletin chiffré, universel, clair pour tout le monde, ça serait réglé. Si vous vous en étiez occupé vraiment, c'est pas vrai que le ministre de l'Éducation vous aurait pas livré ça. Dumont, parce que vous en êtes pas occupé. Vous en êtes pas occupé. Ça m'étonne que vous ne soyez pas informé qu'un changement a été fait. Vous parliez de l'autonomie des écoles. On permet au conseil d'établissement de décider quelle sorte de bulletin ils veulent. Vous disiez que ce n'était pas possible de redoubler les enfants. C'est permis au niveau primaire. Votre information, elle est fausse. Les conseils d'établissement, M. Dumont, ont aujourd'hui le pouvoir de décider quelle sorte de bulletin ils veulent. Ça, c'est la réalité. Mais sur les commissions scolaires, vous trouvez ça, pas ça bizarre que vous trouvez, vous, que 72 commissions scolaires, c'est trop au Québec? Mais vous voulez confier ça à 1100 municipalités. Alors que les municipalités ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Et vous le savez. Ils n'en voulaient pas. Non, vous le savez qu'on veut confier. Monsieur Dumont, pourquoi vous dites le contraire de la vérité? L'UMQ est sorti avec un communiqué de presse pour dire qu'il ne voulait pas des commissions scolaires, exactement pour les mêmes raisons que Gilles Taillon, votre candidat vedette, en voulait pas en 1997 quand il était président de la Fédération des commissions scolaires. D'abord, ça marche pas, votre affaire, ça tient pas la route. C'est faux, et vous le savez. C'est un effort qu'on doit faire collectivement pour remettre 150 millions et des ressources humaines dans les écoles. Et je suis convaincu que les municipalités du Québec vont joindre leurs efforts pour donner aux Québécois des meilleures écoles. Moi, je vous parle de réforme scolaire dont vous vous êtes pas occupé. Le bulletin scolaire, c'est un sujet. Évaluer l'apprentissage de nos enfants, c'est un bel exemple d'une responsabilité qui est au ministère de l'Éducation, qui relève du ministère de l'Éducation. Vous êtes en train de faire la preuve là, que vos affaires, là, ça ne tient pas la route, mais pas du tout. D'abord, sur votre programme, là, de 900 millions de dollars, là, on ne sait pas d'où ça vient. Vous n'avez toujours pas de cadre financier. Il vient d'où votre programme? Deuxièmement. Vous annoncez 4,5 milliards, on annonce un tiers de ça. Voyons. Deuxième, vous venez d'affirmer plusieurs fois ce soir là, que les municipalités étaient favorables à ça. C'est faux. Vous allez sortir d'ici ce soir, il y a du monde qui vont être obligés de vous rappeler à l'ordre. Votre affaire ne tient pas la route pour les commissions scolaires. Votre affaire pour le Fonds des générations ne tient pas la route. Plusieurs de votre affaire en santé pour les cliniques sans rendez-vous, ça ne tient pas la route. Les omnipraticiens ont dit que ça ne marcherait pas. Vos propositions ne tiennent pas debout, M. Dumont. Quand on prend la peine là, de creuser ça un petit peu, non seulement vous n'avez pas d'équipe, mais vous avez des idées qui ne marchent pas et qui ne peuvent pas être appliquées. Vous présentez une espèce d'illusion puis d'improvisation. Vous jouez avec l'avenir du Québec sur des sujets qui sont importants. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce n'est pas vous ce soir qui va décider si nos idées tiennent la route ou pas. C'est les Québécois qui vont le décider. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui trouvent que ça ne tient pas la route, que le premier ministre ne soit pas occupé de la réforme scolaire et laisser traîner les choses comme c'est le cas. Il y a des gens qui trouvent que ça ne tient pas la route, que la moitié des familles, vous avez parlé tantôt, que la moitié des familles du Québec ne soient pas aidées. Il y a des gens qui trouvent que ça ne tient pas la route, que l'argent aille dans des structures administratives comme les commissions scolaires, quand on manque de l'essentiel à la base dans les écoles. C'est les Québécois qui vont décider à la fin. Merci, c'est terminé sur ce thème. Nous allons aborder le dernier thème, celui de l'avenir politique du Québec. C'est un thème incontournable, s'il en est un en campagne électorale chez nous. 3 options s'offrent à nous: fédéralisme rentable, souveraineté et entre les deux, l'autonomie. Alors comment, à travers votre vision respective, peut-on envisager l'avenir du Québec, sa place, son rôle dans un contexte de mondialisation, tout en protégeant notre culture? Les communautés autochtones aussi ont leur mot à dire. Alors c'est un dossier complexe qui appelle une vision globale. J'aimerais savoir quelle est la vôtre. Et en passant, je dois vous dire qu'on a accumulé du surtemps depuis le début, ce qui veut dire qu'on va vous allouer au cours du débat en 1 contre 1 quelques secondes de plus pour discuter de ce thème-là. Alors, j'aimerais vous entendre donc sur le thème de l'avenir du Québec. Pour 1 minute, je commence avec M. Dumont. S'affirmer sans se séparer. Voilà des mots clairs, précis, qui résument bien la politique autonomiste de l'ADQ. Notre fidélité première, notre passion et notre loyauté sont envers le Québec.
Nous croyons qu'il est possible de retrouver une place pour le Québec dans l'ensemble canadien. Nous voulons unir les Québécois autour d'un projet autonomiste emballant et positif, qui vise le renforcement de la nation québécoise et l'affirmation de notre identité. Nous voulons affirmer notre autonomie en adoptant une constitution québécoise qui définit notre identité et nos valeurs. Nous rejetons la rupture et la division référendaire que propose M. Boisclair et qui risquerait surtout d'affaiblir le Québec. Nous rejetons tout autant la résignation de M. Charest et son manque d'ambition pour le Québec. Notre vision autonomiste est cohérente, puisque nous voulons plus d'autonomie pour le Québec, plus d'autonomie pour les régions dans le Québec et aussi des citoyens plus autonomes dans le Québec. Merci, M. Dumont. M. Boisclair, à vous. Merci, M. Moisan. D'abord, ce que M. Dumont propose, comme dirait l'expression, si ça existait, on l'aurait. L'histoire nous a appris que le Québec n'a d'autonomie que ce qu'Ottawa veut lui céder. Notre position au Parti québécois, elle est claire. Nous voulons que le Québec fasse toutes ses lois, perçoive tous ses impôts. Il y a une personnalité sur la scène internationale. Nous prenons l'engagement, dis-je, de tenir un référendum avec vous. Au lendemain de notre élection, nous ne serons pas seuls. Nous proposerons aux régions un pacte grâce auquel nous ferons la démonstration qu'elles seront les premières gagnantes de la souveraineté. Nous identifierons les ressources et les transferts que nous leur présenterons. Elles sauront à l'avance dans quoi elles s'embarquent avec nous. Il y a 25 ans, Pierre-Éliott Trudeau nous imposait unilatéralement sa Constitution. M. Charest l'accepte, les bras croisés. M. Dumont nous parle de vagues réformes dont personne ne veut entendre parler à Ottawa. Choisir le pays du Québec, c'est choisir la liberté. Et en choisissant la souveraineté, c'est tout le Québec qui va gagner. Et n'oubliez pas, comme le disait M. Charest, on en a les moyens. Merci, M. Boisclair. À vous, M. Charest. Avec notre gouvernement, le Québec est devenu une force de changement dans le Canada. Nous avons les meilleurs congés parentaux parce que nous avons rapatrié cette responsabilité au Québec pour faire les choses à notre manière. Nous allons atteindre les objectifs de Kyoto parce que nous avons fait en sorte que le gouvernement fédéral investisse dans notre plan. Nous pouvons aujourd'hui envisager un règlement du déséquilibre fiscal parce que nous avons forcé le gouvernement fédéral à reconnaître cet enjeu. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme une nation. Le Québec a une voix à l'UNESCO et nous avons une entente sur la santé taillée sur mesure pour le Québec parce que nous avons gagné le respect de nos partenaires. Le leadership du Québec, c'est payant pour les Québécois. Jouer en équipe, c'est plus rentable et plus efficace que de s'isoler, comme le proposent justement l'ADQ et le Parti québécois. Merci, M. Charest. Alors, pour débattre maintenant de ce thème de l'avenir politique du Québec, un face-à-face entre M. Dumont et Boisclair. M. Dumont, vous avez d'abord la parole. Oui, M. Boisclair, je ne doute pas de vos capacités là, au fil des années de faire de beaux discours sur la souveraineté. Vous ferez sans doute des discours enflammés sur la souveraineté. Je veux juste vous ramener dans la réalité. La réalité, c'est que si jamais vous vous retrouviez élu, il n'y en aura pas de référendum. Vous n'êtes pas sur le chemin d'un référendum. Les Québécois ne vous suivent pas dans un référendum. Gérald Larose, le président du Conseil de la souveraineté, a dit qu'il n'y aurait pas de référendum. Pierre Curzi, dans votre parti, a dit qu'il n'y en aurait pas. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse les Québécois, c'est de savoir, advenant qu'il n'y en a pas, ou qu'il n'y en a pas au moins dans la première moitié ou les premières années du mandat, il y a un fédéralisme d'ouverture à Ottawa. Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez une approche en matière de relations du Québec avec le reste du Canada? Parce que sinon, votre programme devient celui de Jean Charest. En d'autres termes, il y a un fédéralisme d'ouverture à Ottawa, mais vous dites, moi, je bouge pas, je demande rien, je fais rien. Puis dans votre cas, c'est encore pire. Vous vous croisez les bras et vous dites, bon, ben, j'espère que ça va mal tourner. J'espère qu'une chicane va apparaître dans le paysage. M. Boisclair. Moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont. Les Québécois, ils n'ont pas besoin de coups de pied au fond de culotte pour avoir le goût de faire un pays. En 2007, quand ils voient le monde nouveau dans lequel on bouge, ils ont le goût d'être à la table dans le concert des nations, parler de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, être à l'OMC, être à l'Organisation des Nations Unies. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une situation comme celle de 95 ou de 80 qu'on ne peut pas penser à faire un référendum. Puis comment on va y arriver, M. Dumont? En mettant les régions dans le coup avec nous. Parce qu'avant un référendum, le vrai partenariat qu'on va faire, ça va être avec les régions du Québec. On va leur dire quelles sont les ressources et les outils qu'on veut leur transférer. On va complètement changer la dynamique, puis on va faire une coalition de tous les souverainistes. Et la question que je vous pose, vous vivez dans vos rêves. Votre rêve, c'est l'autonomie, M. Dumont. Vous voulez rouvrir la Constitution, c'est ce que vous dites dans vos déclarations. Quels sont les pouvoirs que vous voulez aller chercher?
Dites-nous ça là, clairement. Un jour, vous avez dit à l'air, ça c'était 22 pouvoirs, vous avez voté contre Charlottetown, vous avez ensuite dit oui à la souveraineté. Quels sont les pouvoirs que vous voulez aller Je ne chercher? peux pas laisser passer ce que vous vivez dans vos rêves, ce que vous venez de nous faire comme discours Quels sur la sont souveraineté. les pouvoirs? D'abord, il y a quelque chose que je dois vous dire. Là. Quels sont les pouvoirs que vous voulez Ce que aller je dois vous chercher? dire, là, comptez pas sur moi pour vous aider à organiser un référendum. Quels sont vous les vivez dans pouvoirs vos que vous rêves. voulez aller chercher? Je vous ai posé une question, vous n'avez toujours pas répondu. Vous pouvez me dire non, vous n'avez aucune stratégie alternative. En d'autres termes, si vous êtes pris pas de référendum, vous allez vous croiser les bras, vous allez attendre, espérer une chicane, espérer qu'à Ottawa... J'ai pas besoin de chicane, M. Dumont. Donc, ça arrête de Vous êtes dans collaborer. un vieux modèle, vous êtes un vieux politicien, vous êtes un vieux Arrêtez modèle. ça, là, arrêtez Vous ça. êtes un vieux modèle. Pensez-vous que votre discours que vous venez de nous faire sur la souveraineté est pensez-vous qu'on il est en noir et blanc. Le discours que vous venez de nous faire sur la souveraineté vient de passer en noir et blanc. Pensez-vous qu'en 95 puis 2003, on n'a pas fait des choses avec le gouvernement? L'argent que M. Charest a réinvesti Oui. dans la santé, Bon, là, dites-nous ce que vous c'est voulez l'argent faire. que M. Voilà. Charest a réinvesti dans la santé. Voilà, dites-nous votre stratégie. Une entente que Bernard Landry a signée Dites-nous avec votre M. stratégie. Dumont. Moi, je veux savoir quels sont les pouvoirs que vous voulez récupérer. Vous voulez rouvrir la Constitution? Dites-nous les pouvoirs. Première Je vous chose, là, écoute. quand on contrôle le pouvoir fédéral de dépenser, Je vous écoute. dans les pouvoirs du rapport à l'air, on en règle un paquet. L'éducation, c'est un excellent exemple, parce que M. Charest en était un, quand il était ministre à Ottawa, il voulait empiéter dans les pouvoirs du Québec en éducation. Les politiques sociales, les politiques régionales, il y a beaucoup de domaines. Donc là, vous voulez tout ça, vous là. vous souvenez des bourses... Parfait, vous voulez rouvrir la Constitution. Si Monsieur Ottawa vous dit non... Boisclair, j'étais en train de vous répondre. Donc, il y a beaucoup de pouvoirs comme ça. Quand contrôlant le pouvoir fédéral de dépenser, on limite ses empiètements, puis on s'assure qu'au Québec, on a nos pouvoirs. Mais je veux savoir votre stratégie. En avez-vous une où, s'il n'y a pas de référendum, c'est zéro, c'est le néant, vous allez faire du zéro résultat? Monsieur Boisclair. Nous sommes responsables. Je vous ai donné l'exemple de l'entente à santé qui a permis à M. Charest de faire des réinvestissements à son début de mandat. Quels sont les pouvoirs que vous voulez chercher? Puis vous savez comment... Je viens de vous répondre. Ah oui, parfait. Alors, si Ottawa Je viens vous dit de non, vous savez très bien je qu'il y a vous une formule réponds. d'amendement de la Constitution, que la règle du 750 ou la règle d'unanimité, elle s'applique. Qu'est-ce que vous allez faire si Ottawa vous dit non? Qui à Ottawa a le goût d'embarquer avec vous? Vous avez déjà réclamé 22 pouvoirs. Charlottetown, Oui. vous avez voté contre ça. Un jour, vous avez dit avec nous tous les pouvoirs. Un autre jour, vous êtes allé vous écraser à Toronto. Dites donc, Québécois, quels sont les pouvoirs que vous voulez chercher à Ottawa? Monsieur Dumont. Je veux que le Québec fasse des gains en termes d'autonomie. Vous ne me donnerez pas de leçons. Donnez-moi les pouvoirs. Vous ne me donnerez pas de leçons. Donnez-moi les pouvoirs. Je viens de vous les donner. Non, il n'y a personne qui a compris ça. Oui, tout le monde a Mais- compris ça, mais ce que je veux, ce que les gens Ben, veulent voyons donc, comprendre, M. Dumont. les gens, ce qu'ils ont compris, c'est que d'abord, vous n'avez pas de stratégie. Vous vivez dans votre rêve d'un référendum. Je veux quand même vous rappeler à la réalité. Bernard Landry, votre ancien chef, là, il a dit à l'Assemblée Vous n'êtes pas nationale... capable de nommer un pouvoir que vous Je viens de voulez. vous en nommer 3-4. Non, pas 3-4. Si Monsieur vous voulez ces Boisclair, pouvoirs-là, la formule Bernard d'amendement Landry va a demeurer dit là. à l'Assemblée nationale du Québec qu'entre 1976 puis l'année passée, l'Assemblée nationale avait perdu des pouvoirs. Dans cette période-là, le PQ était au pouvoir les 2 tiers du temps. C'est des reculs. À cause des référendums perdus, c'est des reculs que le PQ a engendrés Moi, ce pour que le je sais, Québec. là, c'est que le Alors, c'est beau de nous déséquilibre faire... fiscal- Monsieur c'est Boisclair, beau- Monsieur c'est beau Boisclair. de nous faire des Merci, M. discours, Boisclair. là, mais- Merci, M. Monsieur Boisclair, s'il vous plaît. J'apprécie votre intervention. Les équilibres fiscaux, là, M. Dumont, c'est 3,9 milliards par année qui nous manquent dans nos coffres. Puis nous autres, on devrait rester impassibles comme ça, puis continuer à entretenir un rêve quelconque sur l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas encore compris que l'autonomie que le Québec peut exercer, c'est uniquement celle qu'Ottawa Boisclair. veut nous donner. Puis qu'à Ottawa, il y a une formule d'amendement de la Constitution 5 qui secondes, requiert M. la Dumont. règle Oui, du monsieur. 750. 5 Ça secondes, va juste M. donner Dumont. l'école d'unanimité. Monsieur Vous êtes Boisclair. incapable de nommer un Monsieur pouvoir que vous voulez Boisclair, pour le Monsieur Québec. Boisclair, quand on a vu votre faiblesse Merci, à cause monsieur. des accommodements Merci, c'est raisonnables, pas terminé. impressionnant. C'est terminé, merci. On continue entre M. Boisclair et Charest. M. Boisclair, vous commencez. Monsieur Charest, au moins, je respecte votre opinion. Elle est claire. Je ne comprends pas grand-chose de la position de M. Dumont. Et je comprends que là-dessus, vous et moi, nous avons un différend qui est irréconciliable. Cependant, moi, je veux vous dire une chose. Quand je rentre à l'Assemblée nationale, j'ai devant moi un chef du Parti libéral, je suis dans l'opposition à l'époque, qui s'appelle Robert Bourassa, qui se battait pour les revendications traditionnelles du Québec. Il parle de cette liste des revendications traditionnelles, puis il conclut une entente sur Meach avec le premier ministre canadien, que vous connaissiez bien. Vous avez participé à cette entente. Ça a donné Charlottetown. Puis ensuite, comme seul propos sur la Constitution, on a un vague propos sur le Conseil de la Fédération. Comment se fait-il que le chef du Parti libéral du Québec est incapable de s'inspirer de l'histoire de son parti et de faire des demandes claires au gouvernement fédéral? Vous risquez de passer comme le premier ministre du Québec qui n'a aucune demande à faire à Ottawa. Je ne comprends pas ça. Monsieur- Même vos partisans Monsieur ne Charest, connaissent plus dans votre parti. D'abord, permettez-moi de parler au nom de mes partisans, parce que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Moi, dans mon parti à moi, je m'entends bien avec mes partisans, M. Boisclair.
Alors, sur cette question-là, je peux vous dire que le choix est très clair. Vous dites un référendum le plus vite possible, même si vous n'utilisez pas le mot référendum dans votre programme. C'est ça votre programme. C'est le programme le plus radical que le PQ ait jamais présenté, soit dit en passant. Et les références que vous faites là, à l'histoire nous ramènent où aujourd'hui? Mon gouvernement a fait son programme comme parti en 2001. Puis on a dit qu'il n'y aurait pas de négociation constitutionnelle à moins que le fruit soit mûr, mais en attendant, le statu quo n'est pas acceptable. On a fait quoi depuis les 4 dernières années? Puis vous me trouverez un bilan de gouvernement qui se compare à celui-là. On a créé le Conseil de fédération. On a signé une entente en santé. Vous parliez de celui de M. Landry tantôt. On a signé un de 4,2 milliards de dollars où on reconnaît le principe du fédéralisme asymétrique pour la première fois dans l'histoire. Jacques Parizeau trouvait que c'était une bonne idée. Monsieur Boisclair, laissez donc les autres parler. C'est quoi votre problème? On veut, nous, des réussites avec le fédéral. Jacques Parizeau m'a félicité pour l'entente de 4,2 milliards. Gilles Duceppe m'a félicité pour l'entente de 4,2 milliards de dollars. On a fait reconnaître le Québec comme étant une nation. On a signé une entente historique pour le rôle du Québec à l'international, incluant l'UNESCO. On a signé pour 14 milliards de dollars d'entente avec le gouvernement fédéral pour réparer votre erreur sur le déséquilibre fiscal, parce que votre gouvernement avait approuvé les coupures. Monsieur Boisclair. Monsieur Charest, 14 milliards. On peut-tu dégonfler la balloune là, pour une fois? Dans 14 milliards, là-dedans, il y a à peu près 4,7 milliards, c'est de la péréquation. Savez-vous ce que M. Séguin, celui là, que vous avez congédié à côté de l'ancien ministre de l'Environnement, c'est vous ce qu'il disait, M. Séguin? Ça vaut la peine qu'on lise ça. M. Séguin a déclaré « C'est pour ça que nous demeurons déçus. La formule de péréquation a été formée, je dirais, de façon unilatérale par le gouvernement fédéral et non pas selon les représentations du Québec et des autres provinces. » Vous vous réjouissez aujourd'hui de vos malheurs dénoncés par l'ancien ministre des Finances? Monsieur Boisclair, c'est ça votre 14 milliards dont vous êtes si fier? Monsieur Boisclair, votre gouvernement a approuvé le gouvernement fédéral quand il faisait des coupures. J'ai-tu besoin de vous rappeler que votre ancien premier ministre, Lucien Bouchard, avait dit que c'était correct les coupures, qu'il avait fait les coupures. Le déséquilibre fiscal s'est créé quand vous étiez là. Si vous pensez que 14 milliards de dollars, c'est créé quand vous étiez au gouvernement. Ça fait 40 ans qu'on parle de déséquilibre fiscal. Et M. Boisclair, permettez-moi de répondre, mon gouvernement a signé pour 14 milliards de dollars d'entente. On a une feuille de route qui témoigne de gains, incluant pour les congés parentaux. Moi, je vous mets au défi de trouver un gouvernement qui récemment en aurait fait autant que mon gouvernement en a fait pour justement faire évoluer les intérêts du Québec dans la Fédération canadienne. Rarement un gouvernement aura assumé autant de leadership que nous en avons assumé avec des résultats tangibles dans les poches des Québécois, incluant une entente sur l'environnement. M. Moisan, c'est la première fois que je vois un premier ministre se réjouir de ses malheurs. La formule de péréquation, on vous l'a imposée. Yves Séguin, il était en colère. Il a même dit que c'est comme si on confiait à un vampire une banque de sang. C'est ça que M. Séguin avait dit à l'époque. Puis aujourd'hui, vous restez les bras croisés devant le fait que ça va faire bientôt 25 ans qu'on nous a imposé le rapatriement unilatéral de la Constitution. Oui. Et vous dites que le fruit n'est pas mûr. M. Harper dit que la terre n'est pas fertile. On est en plein désert constitutionnel. Moi, je pense que les Québécois, ils ont de l'ambition, puis ils ont des Charest. M. Boisclair, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. M. Charest, s'il vous plaît. De toute évidence, vous ne voulez pas que le système fédéral fonctionne. D'ailleurs, allons au bout des choses, le jour où vous pourriez ou vous essaieriez de faire l'indépendance du Québec, il n'y aura pas de péréquation. La péréquation, on va en entendre parler dans le prochain budget fédéral, justement. Et si on entend parler, c'est grâce à notre leadership à nous. Et malheureusement, pour vous, là, ça risque d'être une mauvaise nouvelle, parce qu'on est en train de faire la démonstration qu'un gouvernement québécois qui sait où il va, qui a un plan clair sur l'affirmation de notre leadership, obtient des résultats réels pour les familles du Québec, pour la santé, pour les infrastructures, pour des résultats réels, pas des chicanes. Merci, M. Moisan. Rapidement. Réalisez-vous que cette victoire sur le déséquilibre fiscal, c'est une victoire des souverainistes, c'est une victoire de Bernard Landry, c'est une victoire de Gilles Duceppe, c'est notre victoire à nous que nous allons célébrer si un jour on a de l'argent. C'est nous qui avons remis au monde le débat sur le déséquilibre fiscal. Monsieur. C'est pas de l'humour, très sérieux. Ah, merci, messieurs. Merci, messieurs. Alors, on passe au dernier face-à-face entre, cette fois, M. Charest et M. Dumont. À vous d'abord, M. Charest. Monsieur Dumont, avouons, là, c'est pas facile de vous suivre dans un dossier comme celui-là. D'abord, la première chose qu'il faut soulever, c'est que quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État québécois, on est ou fédéraliste ou on est souverainiste, mais on n'est pas entre les deux. Et je constate dans votre feuille de route à vous là, que quand est arrivé le moment de faire un choix, vous étiez dans l'autobus du oui en 1995, évidemment, vous étiez contre Charlottetown.
Après ça, vous êtes allé à Toronto livrer un discours pitoyable. Vous êtes allé vous mettre à plat ventre devant le Canada anglais en disant, nous autres, en 2000, on veut rien. Et vous n'avez pas corrigé non plus cette perception-là depuis ce temps-là. Hein? Au Canada anglais, là, ils continuent de penser que Mario Dumont, lui, c'est la personne qui va dire au Canada anglais, nous autres, on ne vous dérangera pas. Un discours qui va passer à l'histoire comme étant celui d'un chef de parti qui est unique vraiment, et qui s'est distingué en ce sens. Là, aujourd'hui, vous nous proposez d'abolir le Conseil de fédération. Vous ne pouvez pas abolir le Conseil de fédération. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Je comprends. Vous voulez abolir Emploi Québec, Conseil de fédération. Vous voulez abolir les commissions scolaires. Vous voulez abolir en plus le Fonds des générations. Les conseils d'agglomération aussi. Les conseils d'agglomération que vous avez créés dans les fusions, diffusions, confusions. Oubliez-les pas, les conseils de fédération va aller où? C'est une autre question. Il y a 2,4 milliards de dollars dans Monsieur Dumont, Monsieur Dumont, vous n'avez pas dit que vous allez prendre l'argent. C'est très typique de tout ce que vous avez fait pendant la campagne. En passant, juste pour rétablir les faits, vous n'êtes pas fort dans la vérité. Emploi Québec, on veut le renforcer, pas l'abolir. Mais les conseils d'agglomération. Votre candidat, Gilles Caillon, il a dit le contraire. Les conseils d'agglomération. Il a dit le contraire. Les conseils d'agglomération, oui. Mais je suis content que vous me parliez du conseil de la fédération. Parce que dans le conseil de la fédération, vous avez accepté, en le créant, un concept qu'aucun de vos prédécesseurs aurait accepté. Vous avez créé vous-même et signé et accepté dans une structure formelle que le Québec soit juste une province comme les autres. L'égal de l'île du Prince-Édouard, l'égal des 3 territoires, on a une voix sur 13. C'est la banalisation de la position du Québec, comme personne avant vous l'avait accepté, comme Robert Bourassa aurait jamais laissé une structure comme ça se créer. La seule explication qu'on peut voir, là, c'est que ça vous fait un terrain de jeu, parce que vous aimez la politique fédérale, vous aimez la politique canadienne, ça vous fait un terrain de jeu pour aller à Niagara Falls, aller à Edmonton, aller à Saint John. Pendant ce temps-là, vous êtes plus loin des urgences du Québec, plus loin des écoles du Québec. Je suppose que de loin, ça vous paraît moins pire. Et vous vous êtes fait un terrain de jeu sur l'espace canadien. Ben oui, ça vérifie. Quand je suis allé avec le Conseil de fédération à Ottawa au mois de septembre 2004, je suis revenu avec 4,2 milliards de dollars pour une période de 6 ans. On s'est comme rapproché pas mal des gens qui avaient besoin de services de soins de santé. Ça, c'est des résultats réels. C'est pas un discours gonflé d'arrogance là pour celui qui pense que le Conseil de fédération sert à rien. Ça, c'est des résultats réels. Même Jacques Parizeau a reconnu que j'avais obtenu de bons résultats. Même Gilles Duceppe a reconnu que j'avais obtenu de bons résultats. Quand vous affirmez une chose comme ça, vous êtes en train de prouver à tous les Québécois que sur cette question-là, votre position, non seulement elle est confuse, mais vous ignorez la réalité à la fois du Québec et du Canada. Monsieur Dumont. Notre position est très claire. Puis oui. Vous avez affirmé d'entrée de jeu. Vous êtes fédéraliste ou souverainiste? Vous avez affirmé d'entrée de jeu qu'on ne peut pas être autonomiste. Ça, c'est pas vous qui allez le décider. Le 26 mars, quand on va ouvrir les boîtes de scrutin, on saura combien il y a de gens au Québec qui s'identifient à la position autonomiste. Mais en attendant, je veux savoir, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral? Parce que j'ai lu les pages 70-71, si je ne me trompe pas, de votre programme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de demande pour l'avenir. En fait, vous êtes le premier premier ministre du Québec. Vous êtes le premier premier ministre du Québec qui demande moins que le premier ministre du Canada offre. Monsieur Charest. D'abord, ce que j'ai obtenu, c'est la création du Conseil de fédération, reconnaissance du fédéralisme asymétrique, la reconnaissance du Québec comme nation, le fait qu'on a 14 milliards de dollars d'entente, le rapatriement du programme de congés parentaux. Ça, c'est ce qu'on a obtenu. Et la reconnaissance du rôle du Québec à l'international, que vous avez vous-même applaudi à 2 mains, vous êtes venu au Salon Rouge, applaudi pour dire que c'était une bonne chose. Vous avez applaudi la plupart de ces réalisations. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. C'est ce qu'on a déjà énoncé à plusieurs reprises. On l'a même dit dans notre dernier budget. On l'a énoncé à plusieurs reprises, nous, parce que nous, on sait. Monsieur Dumont. Et comme premier ministre du Québec, moi, je sais, je connais mes principes, je connais mes valeurs, et je sais où je m'en vais, et moi, j'obtiens des résultats. S'il vous plaît. Bien, si vous savez où vous allez, on regarde votre programme constitutionnel, les 2 pages, 70-71, puis vous allez nulle part parce qu'il n'y en a pas de demande, il n'y en a pas de contenu. C'est sans précédent qu'un premier ministre du Québec se présente devant la population du Québec avec un programme qui est tellement faible pour le Québec que vous pourriez le prendre, le donner à un parti fédéral qui se présente sur la scène à Ottawa, puis ce programme-là serait très correct parce qu'il n'y a aucun caractère québécois à votre programme. Et ça, c'est les résultats. Non, mais ça, c'est les résultats de quelqu'un. C'est les résultats de quelqu'un qui s'est jamais fermé de porte à Ottawa. Jamais fermé les portes d'aller siéger à Ottawa un jour. Ah oui. Puis qui a demandé, vous a demandé d'être candidat au fédéral dernièrement? J'ai fermé les portes. Vous êtes toujours gardé ces portes-là ouvertes. C'est pour ça que vous êtes plus populaire aujourd'hui à Winnipeg. Vous êtes plus populaire à Winnipeg qu'à Montmagny. Outre vos remarques, là, il n'y a jamais un gouvernement, rarement un gouvernement a obtenu tout ce qu'on a obtenu.
On a un plan très clair pour l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. Merci. Vous verrez comparer ce qu'on a réalisé avec Merci, le gouvernement. messieurs. On est très fiers de ce qu'on a fait. C'est terminé. Ben voilà pour la portion débat proprement dite. On a abordé quand même les 5 principaux thèmes, c'est-à-dire la santé et missions sociales, l'environnement, le développement durable, la gestion de l'État et de l'économie, éducation, famille et développement humain, et puis ce dernier thème, l'avenir et politique du Québec. Alors, c'est le moment de conclure et vous avez 3 minutes chacun pour le faire. On commence avec vous, M. Charest. Madame, Monsieur, ce soir, vous avez eu l'occasion de peser le pour et le contre. Ce soir, M. Boisclair et M. Dumont ont attaqué le bilan de mon gouvernement. C'est leur jeu, évidemment, de noircir autant que possible le tableau. Mais je suis fier de mes réalisations. Le Québec va mieux aujourd'hui qu'en 2003. Voulons-nous vraiment rejouer le vieux film référendaire? C'est ce que nous propose le PQ encore ce soir. D'autre part, pouvons-nous confier l'avenir à un parti qui est sans équipe, alors qu'on commence à récolter les fruits de nos efforts? Pensez-vous, après avoir entendu M. Dumont ce soir, que c'est le temps de tout chambarder, maintenant que nous savons qu'il n'y a rien de ficelé dans ses idées? Le Québec fait face à de grands défis. Le vieillissement de notre population, la concurrence des pays émergents, la gestion des finances publiques. Mais le Québec a de grands atouts pour les relever. Notre énergie propre, notre pétrole à nous, que nous allons exporter. Le talent de notre jeunesse, de nos créateurs qui rayonnent sur tous les continents, vont également nous permettre d'avancer. Le savoir-faire de nos entrepreneurs. C'est pas le temps de s'affaiblir dans la division ou dans l'improvisation. L'enjeu de cette élection, c'est une affaire de leadership. De leadership pour créer de la richesse, pour accélérer les progrès en santé, pour atteindre les objectifs de Kyoto, pour que le Québec demeure une force de changement dans le Canada et dans le monde. C'est parce que nous avons assumé ce leadership que nous nous dirigeons aujourd'hui vers un règlement sur le déséquilibre fiscal. Le Québec a besoin d'un leadership fort. Le Québec a besoin d'une équipe forte. J'ai cette équipe. Après un mandat, nous avons redressé et développé, nous demandons un second mandat pour progresser, prospérer. Nous sommes, Québécois, un peuple d'avenir, un peuple jeune. Mon ambition, comme premier ministre, c'est que le Québec soit une inspiration pour le monde, autant sur le plan économique que sur le plan social et culturel. Ça veut dire une meilleure qualité de vie, les meilleurs soins, la meilleure éducation et une économie qui est plus innovante. C'est le temps de nous réunir et d'accélérer l'élan que le Québec s'est donné. Avec vous, moi, je veux canaliser nos efforts et nos talents vers la réussite. Le 26 mars prochain, pour réussir le Québec de demain, je vous demande de faire confiance à un leadership qui s'est démontré persévérant et déterminé dans les 4 dernières années. Je vous demande surtout de peser de part et d'autre la force des équipes, parce que c'est beau avoir un plan, encore faut-il être capable de le porter, de le mettre en œuvre et de défendre les intérêts du Québec. J'ai cette équipe et j'ai ce plan et cette volonté, cette détermination de vous représenter et de porter plus loin le Québec pour que nous puissions être unis dans les prochaines 4 années. Merci, M. Charest. Au tour de M. Dumont maintenant. Vous venez d'entendre un premier ministre vanter son équipe et attaquer celle des autres. Ce premier ministre qui vous a présenté il y a 4 ans, en disant « nous sommes prêts », une brochette de gros candidats qu'il a perdu en cours de route au fur et à mesure qu'il trahissait ses engagements. Équipe qui présentait en disant « notre plan est bon, notre cadre financier est bon, nous sommes prêts », chose qu'il a oublié de vous redire ce soir. Ce soir, mis à part le thème référendaire, on avait l'impression qu'il y avait 2 représentants du même parti contre moi. En santé, ces 2 partis vous proposent le même système de santé où vous attendez. Pour les familles, Jean Charest et André Boisclair proposent d'en abandonner la moitié, celles qui n'utilisent pas les garderies subventionnées. En éducation, je vous propose le même système, la même réforme et toujours pas d'argent directement dans les écoles. Sur les finances, ils sont tous 2 coupables d'avoir caché des déficits et vous savez qu'ils vont continuer à trafiquer les chiffres. Dans la défense de notre identité, Jean Charest et André Boisclair ont manqué tristement à leur devoir en restant muets sur les accommodements raisonnables. Quel manque de leadership! À part l'improbable référendum, ils vous proposent la même chose. Péquistes et libéraux au gouvernement dans vos vies,
c'est du pareil au même. Vous méritez mieux, pas des engagements trahis. Vous méritez une vision claire, des actions concrètes et une équipe qui y croit vraiment. C'est ça, la DQ. Pour vous, les grands-parents et les aînés, la DQ veut créer une commission d'enquête sur vos conditions de vie. C'est un geste fort pour garantir votre qualité de vie, votre autonomie, votre dignité. C'est le premier geste que nous poserons. Pour vous, les parents, la DQ s'engage à vous aider avec une allocation de 100 $ par semaine, avec un montant de 5 000 $ pour le 3e enfant et les suivants. Pour vous, parents, enseignants, directeurs d'école, exaspérés par notre système d'éducation et sa réforme, la DQ vous a entendu. L'argent et les spécialistes, c'est dans les écoles qu'il en faut plus. C'est ce qu'on veut faire. Tout comme on veut ramener un bulletin scolaire chiffré, pas dans 10 ans, dès septembre prochain. Comme vous, je trouve inacceptable les corridors d'urgence et les listes d'attente. La DQ propose une réforme en santé avec un système mixte, comme en Europe, une garantie de soins qui vous assure d'être traité dans les délais, des cliniques sans rendez-vous pour éviter d'engorger les urgences. C'est ça, soigner les gens à temps. À vous qui en avez assez des chicanes référendaires, la DQ propose la voie autonomiste. L'autonomie, c'est s'affirmer sans se séparer. C'est le Québec qui prend sa place au Canada et dans le monde. Il faut s'unir avec la voie autonomiste, c'est celle de l'avenir. Je vous le rappelle avant de quitter. Les gens qui sont en face vont tenter de vous faire peur en vous disant que voter pour la DQ, c'est ceci ou cela. Moi, je vous dis, un vote pour la DQ, c'est un vote pour la DQ et c'est d'abord un vote pour vous. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, M. Dumont. À vous maintenant, M. Boisclair. Merci, M. Moisan. Le 26 mars, c'est vous qui allez faire la différence. Vous avez constaté jusqu'à quel point M. Charest a brisé le lien de confiance avec la population. Il a renié ses promesses de baisse d'impôts, de mettre fin aux listes d'attente en santé et tellement d'autres promesses. Il avait promis d'être le parti des régions. La réalité, c'est que les régions ont perdu plusieurs milliers d'emplois. En 2003, il vous avait promis, à vous les parents, que les frais de garde seraient maintenus à 5 $ par jour. Il a brisé la promesse qu'il avait faite auprès des familles québécoises. Il a promis, en vous regardant dans les yeux, de protéger les intérêts du Québec. Mais il fait tout le contraire, en hésitant de défendre l'intégrité du territoire québécois. En agissant ainsi, il s'est mis en rupture avec des générations de premiers ministres du Québec, avec tous ses prédécesseurs, qu'ils soient souverainistes ou fédéralistes. Jean Charest s'est lui-même disqualifié comme premier ministre du Québec. Il ne peut pas défendre les intérêts du Québec. Je pense qu'il ne mérite pas une deuxième chance. Quant à M. Dumont, il a démontré tout au long de la campagne qu'il n'a pas d'équipe. Ce soir, il nous a fait la démonstration claire et nette que son programme est improvisé. Il a tellement changé d'idée souvent sur l'avenir du Québec qu'il est difficile de le suivre. L'ADQ, c'est un one-man show. 4 ans, c'est long. Pensez-y 2 fois. Seul le Parti québécois rend le changement possible. Nous avons une équipe solide d'hommes et de femmes expérimentés, compétents, honnêtes, des Québécois qui défendront fièrement les intérêts du Québec. Je prends un engagement devant vous ici ce soir, c'est de tout faire pour rassembler les Québécois. Le Parti québécois ne fera pas la souveraineté seul. Nous allons la faire ensemble. Ce soir, je lance un appel à tous les Québécois qui veulent du changement. Ceux d'entre vous qui veulent faire renaître l'espoir et qui misent sur l'éducation et la culture. Ceux d'entre vous qui ont à cœur la justice sociale. Et vous qui continuez à vivre et de vous épanouir avec vos proches dans toutes les régions du Québec. Ceux d'entre vous qui veulent un Québec plus vert. Ceux et celles d'entre vous qui dites oui au pays du Québec. Faites entendre votre voix le 26 mars prochain. Allez voter nombreux, en unissant nos voix une par une. Chacun d'entre nous peut faire la différence. Ensemble, et avec l'équipe du Parti québécois, nous allons reconstruire notre Québec. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Boisclair. Merci, messieurs. Le débat est maintenant terminé. Alors, merci beaucoup de votre participation. L'objectif de l'exercice, c'était de mieux nous informer sur vos intentions à l'un et à l'autre face aux grands enjeux qui nous préoccupent. Le dernier mot nous appartient à nous maintenant. Je suis convaincu que ce débat, même si on n'a pas probablement répondu à toutes les questions que vous auriez souhaité poser à nos 3 chefs de parti ici sur le plateau ce soir, on n'a peut-être pas répondu à toutes ces questions justement, mais ça aura apporté plein d'éléments à votre réflexion, j'en suis absolument sûr. Il reste encore 13 jours de campagne avant le scrutin du 26 mars prochain. À nous d'exercer notre droit de vote. C'est pas seulement un droit,
c'est aussi une responsabilité. Alors à vous trois, messieurs Charest, Boisclair et Dumont, je vous souhaite une bonne fin de campagne. Vous aurez encore beaucoup de kilométrage à parcourir, j'en suis convaincu, beaucoup de gens à convaincre l'un et l'autre à partir de vos programmes respectifs. À vous à la maison, merci d'avoir été là et bonne réflexion. Au revoir.